Le nouveau président de la Banque africaine de développement, Badaki Naoumi Adesina, investi ce mardi 1er septembre ici à Abidjan, qui abrite le siège statutaire de l'institution. Suite aux agressions répétées et crimes perpétrés par des individus non identifiés dans le district d'Abidjan, les forces républicaines du Côte d'Ivoire, la gendarmerie nationale, la police nationale ont lancé l'opération Brise apaisante. La Sierra Leone espérait s'être débarrassée du virus Ebola, mais les prélèvements d'une femme décédée la semaine dernière dans le nord-ouest du pays ont été testés positifs au virus Ebola. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le président sortant de la Banque africaine de développement, Bada Donald Kaberuka, a été reçu par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. La passation de charge à la tête de l'institution a été le point principal de la rencontre. Awa Touré. Donald Kaberuka passe le témoin ce mardi 1er septembre au nouveau président de la Banque africaine de développement, le Nigérian Akinwumi Adesina. Il est venu saluer le président de la République Alassane Ouattara et lui faire le point de sa gestion à la tête de l'institution financière qu'il a dirigée pendant 10 ans. La Côte d'Ivoire est un partenaire très important pour nous et puis c'est chez nous ici. Donc c'est tout à fait normal que de temps en temps je vois son Excellence pour échanger avec lui sur l'économie de la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique et sur le monde. Et c'est la marche de la Banque africaine. Mais aujourd'hui, j'étais là pour une occasion plus particulière. Vous savez que demain, il y aura un passage de témoins à la Banque africaine. Donc, je passerai le bâton au président élu au mois de mai, ici à Abidjan même. Donc, je tenais à briefer le président sur cela. Mais avant tout pour lui exprimer notre profonde reconnaissance pour ce qu'il a fait lui-même et avec le gouvernement de Côte d'Ivoire pour le retour de la BAD à Abidjan, pour les assemblées qui se sont déroulées ici dans de très bonnes conditions, sur la 50e année de la BAD qui s'est passée très bien. Donc vous voyez qu'entre la BAD et la Côte d'Ivoire, c'est une relation assez profonde, qui fait que donc, à la veille de passage du témoin, c'est tout à fait normal que je vois le chef de l'État. Élu le 21 juillet 2005, Donald Kaberuka est le 7e président du groupe de la Banque africaine de développement depuis sa création en 1964. Avant de rejoindre la BAD, il a été ministre des Finances et de la planification économique de son pays, le Rwanda. Le nouveau président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a investi ce mardi 1er septembre ici à Abidjan, qui abrite le siège statutaire de l'institution. Le docteur Akinwumi Adesina a été élu le 28 mai dernier lors des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement ici en Côte d'Ivoire en tant que 8e président de l'institution. Noël Nyagno. 1er septembre 2015, fini l'ère du Rwandais Donald Kaberuka. Début du commencement de la gouvernance Akinwumi Adesina, le premier Nigérian à diriger l'institution panafricaine en charge du développement individuel ou collectif des pays membres de la région Afrique. Un défi vieux de 50 ans. Malheureusement, 50 ans après, l'Afrique peine à décoller économiquement. La pauvreté est palpable. La croissance la plus forte au monde n'impacte pas de façon sensible la lutte pour la réduction de cette pauvreté. Parce que le secteur agricole, le maillon essentiel des économies africaines, a un accès limité aux finances, aux marchés et aux infrastructures. Ce qui n'est pas fait pour permettre au secteur agricole d'exploiter tout son potentiel. Voilà qui explique le choix des actionnaires de la BAD. Un virage décidé en toute lucidité. Confier les rênes de l'institution financière à cet agroéconomiste. Ce n'est pas un homme du sérail, contrairement aux autres candidats, de sorte à apporter aux problèmes de l'Afrique des solutions innovantes et booster le secteur agricole. Ces actionnaires ont été confortés par son programme avec une lame de fond, la valorisation du secteur agricole dans toutes ses composantes.
Autre enjeu de ce quinquennat qui commence, consolider les acquis de l'ère Kaberuka en ce qui concerne le secteur privé, privilégier la croissance des PME, faire face à l'épineuse équation de l'emploi des jeunes. Les spécialistes prédisent un marché d'1 milliard d'emplois d'ici en 2040. L'Afrique doit créer 100 millions d'emplois tous les 10 ans. Un confrère s'est interrogé sur la capacité de Adesina à tenir son pari. Nous n'allons pas nous interroger sur ses capacités à réussir. Il doit réussir parce qu'il a prouvé au regard de sa gestion du secteur agricole nigérian. Noël Ngangyo, toute autre chose. À présent, le Conseil constitutionnel a procédé hier lundi à la publication de la liste provisoire des candidats à la prochaine élection présidentielle. Cette liste provisoire porte à 33 candidats tels que transmise par la Commission électorale indépendante. Sidonie Waka Davila. C'est la liste initiale telle que transmise par la Commission électorale indépendante CEI. Elle comporte 33 candidats. Selon le communiqué lu par le secrétaire général du Conseil constitutionnel, Ibrahim Kuibert Koulibaly, les candidats disposent d'un délai de 72 heures à compter de ce lundi pour se mettre en règle. Le Conseil constitutionnel informe les candidats et les partis ou groupements politiques les parrainants qu'ils disposent d'un délai de 72 heures à compter de la présente publication pour présenter leurs réclamations ou observations. Les dites réclamations ou observations adressées au Conseil constitutionnel devront être déposées au secrétariat général du dit Conseil à l'expiration du délai de 72 heures, soit le jeudi 3 septembre 2015 à 10 heures, plus aucune réclamation ou observation ne sera reçue. Et le Conseil constitutionnel entrera en délibération sur les dossiers enregistrés afin d'établir, au plus tard 45 jours avant la date du premier tour, la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2015. Avant la proclamation de la liste définitive des candidats, ceux-ci devront se faire examiner par des médecins pour constater leur état complet de bien-être physique et mental, tel que prescrit par la loi. Sur une liste proposée par le Conseil de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire, un collège de 3 médecins désignés par le Conseil constitutionnel a prêté serment ce lundi. Article 1er. Sont désignés membres du collège des médecins chargés de constater l'état complet de bien-être physique et mental des candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2015, les médecins ci-après désignés. Discipline, médecine interne et chirurgie, professeur Nyamke Ezani Kodjo Emmanuel, professeur titulaire de médecine interne, enseignant à l'UFR des sciences médicales de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Discipline, cardiologie, professeur Anzouan Kakou Jean-Baptiste, professeur titulaire de cardiologie, médecin enseignant à l'UFR des sciences médicales de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Discipline, psychiatrie, professeur Konedrissa, professeur titulaire de psychiatrie, médecin enseignant à l'UFR des sciences médicales de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les rapports du collège des 3 médecins devront être déposés sous pli confidentiel au secrétariat général du Conseil constitutionnel à la fin de leur mission. Le mouvement politique Action pour une Côte d'Ivoire fort a entrepris une tournée nationale de sensibilisation des populations pour des élections apaisées. C'est la ville d'Agboville qui a abrité la première étape de cette tournée, connue par Gassoro. C'est un missionnaire de paix et de cohésion sociale que les membres du mouvement ASIF, Action pour une Côte d'Ivoire forte, ont investi la région de l'Agnébi-Tiassa. Après des escales dans les villages de Petit Yapo et de Grand Bourrier, cette tournée de sensibilisation pour des élections apaisées a connu son apothéose dans les locaux de la mairie d'Agboville. Il y a un temps pour faire la guerre, un temps pour faire la paix. Aujourd'hui, le moment est venu d'aller à des élections sans violence. Nous vous invitons à vous inscrire résolument dans le cycle électoral en cours. Nous vous exhortons à participer tous à ces élections, car les élections sont le moyen par excellence d'expression de la souveraineté du peuple dans le cadre de la démocratie représentative qui est la nôtre. Comme pour pérenniser ce message sur place, le bureau exécutif de l'ASIF a installé son coordonnateur départemental, Dr Charles Yapi.
Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, parrain de cette tournée de sensibilisation, a pour sa part offert des semences améliorées de maïs d'une valeur de 3 millions de francs CFA aux populations de la région. Les jeunes du district d'Abidjan ressortissants du sud de Komoué ont eu une rencontre d'échange avec le directeur de cabinet du président de la République. À l'ordre du jour, la prochaine visite d'État du président Alassane Ouattara dans leur localité. Ben Touré, Abou Sanogo. Du 15 au 16 septembre prochain, le président Alassane Ouattara sera dans le sud Komoué pour une visite d'État. Mais avant, Marcel Amontano, le directeur de cabinet du chef de l'État, par ailleurs fils de la région, multiplie les rencontres avec notamment les jeunes du district d'Abidjan, ressortissants de la région. Il engage ces derniers à investir le terrain et à sortir nombreux pour accueillir leurs hôtes. La jeunesse, c'est le fer de lance. Et la mobilisation, ce sont les jeunes qui peuvent la faire. La mobilisation, c'est l'occupation du terrain. C'est deux phases principales, la sensibilisation et l'organisation de la mobilité des personnes qui doivent se déplacer pour aller manifester leur joie de rencontrer le président de la République. Donc je leur ai dit de s'organiser, que quand on travaille, on réussit. Des messages qui semblent bien perçus par les jeunes ressortissants du sud Komoué. La jeunesse se dit déterminée à rendre inoubliable le séjour du couple présidentiel, un séjour qu'elle espère prometteur pour l'amélioration de sa condition sociale. Ouattara se déplace toujours avec le développement. À Boisseau, le développement est arrivé, le développement a continué. Donc, population d'Aboisseau, population de Grand Massa, la Diaké, le Tiapoum, que tout le monde sorte pour accueillir le développement, la cohésion sociale, la réconciliation. Le chef de l'État se rendra dans 4 villes du sud Komoué, Bassam, Tiapoum, Adiaké et Aboisseau. Il animera 2 meetings par localité avant une autre visite d'État dans l'Indénié du Ablin, qui, elle, se tiendra du 16 au 18 septembre prochain. Un commentaire d'Amza Diabichi, le chef de l'État, sera également en visite d'État dans l'Indénié du Ablin. Le président du conseil régional de l'Indénié du Ablin, Pascal Abinan, a donné l'information aux populations. Témoin pour RTI 1, Kwasi Mamadou. Du 16 au 18 septembre prochain, le président de la République, Alassane Ouattara, va séjourner dans la région de l'Indénié du Ablin dans le cadre d'une visite d'État. Une visite que les cadres veulent mettre à profit pour renforcer l'union et la cohésion qui règnent déjà entre eux, mais aussi pour booster le développement de leur région. Au cours d'une conférence de presse, le président du conseil régional de l'Indénié du Ablin et le maire d'Abengourou ont porté l'information aux populations. Cette région est dans un état où on doit apporter le développement. Et comme nous le savons, quand le président de la République se déplace, comme nous le disons, il se déplace avec le développement. Je dirais même que lui-même, c'est l'attribut du développement. Donc nous attendons beaucoup de cette visite. Pour les conférenciers, cette visite vient redorer l'image de la région. Une région qui amorce son développement grâce aux actions posées par le président Alassane Ouattara. Ils invitent par ailleurs les populations à tout mettre en œuvre pour faire de cette visite d'État une réussite. Nous avons foi de ce que le président de la République va, ma foi, analyser ses besoins et puis nous apporter des réponses à court, moyen et long terme pour régler nos difficultés et relancer la machine du développement dans notre région. Sur le terrain, ce sont plusieurs missions qui sont conduites en vue de mobiliser les populations. Car l'Indénié du Ablin veut battre le record de la mobilisation, mais aussi celui de l'organisation de toutes les visites d'État du président Alassane Ouattara. Les activités du Premier ministre Daniel Kablan. D'un cas, il a reçu des hommes d'affaires indiens qui veulent investir ici en Côte d'Ivoire. Il s'est également entretenu avec le secrétaire général de l'Organisation internationale de la protection civile, Hugues Hervé Blé. L'environnement des affaires se porte bien en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi l'ambassadeur de l'Inde dans notre pays et ses hôtes ont tenu à rencontrer le Premier ministre Daniel Kablan d'un camp. Dinesh Bastia était à la tête d'une délégation d'investisseurs indiens, membres du groupe Shilo Minerals. La phase de l'exploration est terminée au niveau du groupe Shilo Minerals à Korogo et bientôt on va passer à la phase d'exploitation. Et ils sont en train de travailler sur d'autres nouveaux projets. L'un concernant la production de
la production pharmaceutique en Côte d'Ivoire. Ce projet est vraiment intéressant pour la Côte d'Ivoire dans la mesure où il permettra de réduire le coût des médicaments que nous avons en Côte d'Ivoire. Et en troisième position, nous avons parlé de la transformation des noix de cajou en alcool. C'est un projet de distillerie. Autre rencontre, autre thématique, comment relever les défis liés aux problèmes sécuritaires en Côte d'Ivoire. C'est la problématique qui était au cœur des échanges du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan avec le docteur Kushinov, secrétaire général de l'Organisation internationale de la protection civile. Nous avons discuté de problématiques actuelles les plus importantes dans la société moderne aujourd'hui au niveau de la protection civile. Et nous avons été d'accord sur les points communs à aborder, que ce soit pour développer la protection civile au niveau de la Côte d'Ivoire ou de la sous-région. Le docteur Kushinov, qui sera à Yamoussoukro du 2 au 4 septembre prochain dans le cadre de la réunion africaine des directeurs généraux de la protection civile, avait déjà été reçu dans la matinée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, en charge de la protection civile. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, a été reçu par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Il s'est agi de s'imprégner du dispositif de sécurité mis en place depuis le vendredi dernier qui vise à lutter contre l'insécurité sur toutes ces fermes dans le district d'Abidjan, à Boussanogo. S'enquérir du dispositif mis en place dans le cadre de l'opération Brise apaisante, lancée le vendredi 28 août dernier dans le district d'Abidjan. Opération qui vise à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes. C'est le sens de la visite du ministre chargé de la Défense au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Paul Kofi et Ahmed Bakayoko se sont rendus dans les locaux du Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO pour s'imprégner du dispositif mis en place pour traquer le banditisme rampant qui pourrait se développer dans les centres urbains, notamment à Abidjan. À cette occasion, Paul Kofi a félicité les forces de sécurité et de défense pour le travail effectué depuis le vendredi 28 août et qui a permis la destruction de plusieurs fumoirs, zones criminogènes, la saisie d'importantes quantités de drogue et de faux documents et l'interpellation de plusieurs individus. Je voudrais saisir l'occasion pour féliciter nos forces de défense et sécurité et aussi en appeler à la population à garder son calme et sa sérénité, et que ces résultats probants augurent d'un avenir tout à fait prometteur. Les forces ont toujours besoin d'être mises en alerte pour travailler quand il y a des cas d'exception. Donc c'est pourquoi nous faisons des opérations de cette nature. Et pour le reste, c'est donc vraiment les rassurer et leur dire qu'à chaque fois que des problèmes de cette nature sont posés, il y a une réponse. 1638 hommes issus des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie et de la police nationale, appuyés par le CCDO, le Centre de coordination des décisions opérationnelles, prennent part à cette opération de sécurisation du district d'Abidjan. Justement, suite aux agressions répétées et crimes perpétrés par des individus non identifiés dans le district d'Abidjan, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la gendarmerie nationale, la police nationale ont lancé l'opération Brise apaisante. Hamza Diaby. Lutter contre toute forme de criminalité urbaine et dissiper la psychose naissante au sein des populations, c'est l'objectif que se sont assignés les forces de défense et de sécurité. Les grands commandements ont lancé vendredi dernier l'opération Brise apaisante. Nous sommes venus pour lancer l'opération Brise apaisante pour rassurer nos populations. Disons 2 800 environ qui seront engagés en ce qui concerne le district, disons la ville d'Abidjan. Mais c'est une opération qui va s'étendre sur l'ensemble du territoire, toutes les régions militaires ou de légions ou de police, c'est-à-dire l'ensemble du territoire.
Puis le général ajoute qu'il est du devoir des forces de défense et de sécurité de rétablir le calme et la quiétude au sein des populations partout en Côte d'Ivoire. Cap a ensuite été mis sur le quartier Boananicro de la Riviera Palmeraie à Cocody. Sur place, les éléments de la police, aux ordres du commissaire Kouyaté, ont fait une importante saisie de munitions d'armes de petit calibre et de stupéfiants destinés à la consommation, dont des comprimés, des amphétamines et des boulettes de cannabis. Pendant 2 jours, du 3 au 4 septembre prochain, des experts en développement et des partenaires techniques et financiers vont réfléchir sur des stratégies de développement des communes ivoiriennes. Ces réflexions se feront à l'occasion des journées de la commune ivoirienne. Roger Appé, Christelle Mina. Des journées de la commune ivoirienne pour l'amélioration des services des collectivités territoriales au profit des populations. L'événement est prévu pour les 3 et 4 septembre prochains. Mais d'ici là, le comité d'organisation met tout en œuvre pour intéresser les éventuels partenaires. Il vient de jeter les bases de ce rendez-vous. Nous rappelons à tous nos agents, aux conseillers municipaux, nous rappelons à la population que ces journées ouvertes sont ouvertes. Donc c'est le lieu de venir. Nous aurons des stands, des opérateurs économiques vont exposer, des collectivités territoriales, notamment les régions par exemple. Les régions peuvent venir prendre des stands, elles ont commencé à prendre des stands et les communes alimentent aussi ces stands. Il est question de montrer par exemple quelles sont les potentialités de nos communes et par la même occasion, les opérateurs économiques aussi peuvent nous faire des propositions d'offres de services pour améliorer nos outils de travail. 35 ans de communalisation, bilan et perspectives. Voilà le thème des journées de la commune ivoirienne. Un cadre d'échange entre les autorités communales et leurs partenaires. Des échanges pour trouver des solutions liées au développement des communes. C'est aussi l'occasion pour les autorités communales de faire connaître au grand public le rôle des communes à travers une journée porte ouverte. Autre information dans cette édition de 2013 à 2015, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire a pu faire des réserves financières à hauteur de plus de 20 milliards de francs CFA. Cet argent, le conseil d'administration de la MUJFC veut l'utiliser pour créer 3 sociétés anonymes. Plus de détails avec Doigt des Lasers. C'est par acclamation que les 300 délégués de la MUJFC, Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, ont adopté la transformation de leur structure en une holding de société. Une réforme qui intervient après la réalisation de plus de 20 milliards de francs CFA au titre des réserves financières de 2013 à 2015. Selon Soro Mamadou, président du conseil d'administration de la MUJFC, cette mesure devra permettre à la mutuelle de mobiliser plus de ressources financières et faire face aux besoins de la prise en charge des soins médicaux des mutualistes. La première des filiales, qui est une société anonyme de microfinance, a l'effet de pouvoir aider les fonctionnaires à les tirer des entrailles des margouillas qui les plongent dans la misère et dans la dépendance sociale. Créer une société anonyme de gestion immobilière a l'effet de pouvoir participer à aider les fonctionnaires à pouvoir avoir des logements décents. Nous allons commencer la construction d'un deuxième établissement de santé, une clinique de pointe. La Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire compte à ce jour 822 000 adhérents et leurs ayants droit qui ont été invités à souscrire à la couverture maladie universelle. L'organisation non gouvernementale Espérance Maternité veut soutenir les femmes infertiles. Elle a organisé une cérémonie de collecte de fonds pour assurer leur prise en charge médicale. La Vénance est Maniamien. Quand un couple peine à avoir un enfant, cela crée très souvent des divisions. J'ai fait mes examens. On m'a dit que je n'ai pas de problème comme ça pour enfanter. C'était bon. Ce que j'ai là, ça ne m'empêche pas d'enfanter. Mais quand je prends, ça ne reste pas. Mais mon mari est parti pour me laisser parce que je ne fais pas d'enfant. Comme cette dame, nombreuses sont les femmes qui subissent le rejet de leur mari et sont victimes de toutes sortes de médisances. L'ONG Espérance Maternité s'est assignée comme mission de venir en aide aux femmes infertiles démunies. Depuis quelques années, elle initie des opérations de collecte de fonds
pour permettre aux femmes qui en sont victimes de bénéficier d'une prise en charge médicale afin de leur permettre de goûter à la joie de la maternité. J'ai vécu l'infertilité pendant des années. Je connais la souffrance qui est quand une femme a problème d'enfantement. Et aussi, nous avons des sœurs qui vivent leur infertilité par ignorance. Elles ne vont pas à l'hôpital. Elles ne savent pas les causes de l'infertilité. J'ai eu ce plaisir de vraiment travailler au milieu de ces femmes afin de les aider. D'abord, à surmonter la stigmatisation, le rejet, et afin de les aider à faire le traitement. Pour cette 3e édition, ce sont 7 femmes qui vont bénéficier d'une prise en charge médicale grâce aux dons de bonne volonté. L'initiative de l'ONG Espérance Maternité est soutenue par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et le maire de la commune de Yopougon, parrain de cette 3e édition, représenté à cette cérémonie par l'un de ses conseillers municipaux. L'infertilité des couples très souvent apporte des divisions, apporte le divorce. Et c'est pour cela qu'il faut soutenir, en tout cas, ces familles-là. Comme la majorité des familles sont les femmes qui sont souvent victimes, alors que l'infertilité peut venir aussi de l'homme. L'initiative de l'ONG Espérance Maternité au profit des couples infertiles a déjà permis à une vingtaine de femmes de procréer. La Sierra Leone, qui compte parmi les 3 pays les plus touchés par l'épidémie à virus Ebola, espérait s'être débarrassé du virus, mais les prélèvements d'une femme décédée la semaine dernière dans le nord-ouest du pays ont été testés positifs au virus Ebola. Les autorités ont recensé une 50aine de personnes ayant été en contact avec la défunte. Toutes ces personnes sont mises en quarantaine. Revenons en Côte d'Ivoire où une enquête publique sur l'impact environnemental, économique et social dans le cadre du projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké s'est ouverte. Les concernés ont 10 jours pour leur requête à la sous-préfecture de Bouaké. Soro Corona, Kader Segodogo, RTI Bouaké. Le prolongement de l'autoroute du Nord à Bouaké rentre dans sa phase active. Long de 115 km, les études pour la réalisation du tronçon Yamoussoukro-Bouaké ont débuté depuis quelques mois. La construction de cet axe va impacter plus de 1 million de personnes et 43 villages négativement ou positivement. Destruction de champs, plantations, sites sacrés, arrêt de certaines activités commerciales, construction de blocs commerciaux. Pour permettre aux populations concernées d'exprimer leurs préoccupations quant aux impacts engendrés par le projet, une enquête publique est initiée. Pendant 10 jours, les populations vont soumettre leurs requêtes à la sous-préfecture de Bouaké. À cet effet, un commissaire enquêteur a été nommé. Nous sommes venus pour mener une enquête publique qui part du 27 août au 9 septembre. Nous allons demander aux populations de s'adresser au commissaire enquêteur qui a été désigné, nommé et présenté en public pour que leurs préoccupations soient prises en compte. Nous avons pensé aux forêts sacrées, aux cimetières, aux rivières sacrées, mais également aux plantations et aux bâtis qui vont être touchés ou détruits. Cette enquête publique va également permettre à l'Agence nationale de l'environnement d'élaborer une étude d'impact environnemental et social. Les villages et personnes touchées directement par les travaux du tronçon Yamoussoukro-Bouaké seront indemnisés selon les textes en vigueur à la matière. À moins d'un mois de la fête de la Tabaski, le marché ivoirien s'approvisionne en bétail pour permettre à tous les musulmans, selon leurs moyens, de pouvoir s'offrir une bête à immoler, comme le recommande la religion musulmane ce jour de fête. Ami Sissoko. Plus que 3 semaines avant la fête de l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski, la fête la plus importante de l'islam. Les moutons sont déjà visibles au marché de bétail de Port-Boué. Un marché approvisionné par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Selon les vendeurs, les prix sont abordables. Actuellement, en tout cas, ça va un peu. Les prix, vraiment, c'est un mouton de 60 000 actuellement, pour le moment. Ça, c'est un mouton de 130 000. Bon, ça, c'est un mouton de 450 000. Même si ce n'est pas l'affluence des grands jours, quelques clients préfèrent faire leur choix maintenant. C'est le cas de Monique Ngo. C'est dans un mois, bon, c'est pour garder et puis bon, voilà, passer. Après, ça sera encore plus cher. Bouba Diallo, quant à lui, est en prospection. Il cherche d'abord à savoir les prix avant de faire son choix dans les jours à venir.
Chaque année, il achète 10 moutons. Je n'ai pas encore acheté un mouton de Tabaski. Je me dis peut-être le mouton va venir plus beaucoup, il va avoir à bon prix. Bon, donc chaque matin je viens, je tourne un peu. Je vois les prix différents d'abord pour le moment. Et chaque année, je paye 10 pour donner les tantus, les mamans, les papas. Un autre acheteur, 6 moutons à 570 000 francs CFA, prix qu'il trouve très élevé à raison de 95 000 francs par mouton. Il avait parlé de 150 000. On a discuté, bon, finalement, comme c'est 6 moutons, il nous a laissé à 95. Logiquement, c'est des moutons qui doivent coûter à 70 000 francs. Donc, je pense que c'est un peu trop cher à 95. Certains vendeurs justifient la hausse des prix en raison des tracasseries routières. Chaque mois, j'ai fait 2 ou 3 voyages à Abidjan, Burkina. Donc, sur la route, les frais là n'est pas tellement tout enlevé. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été aménagés à ce niveau-là. Puisque les camions, dès qu'ils arrivent aux frontières, ils font les documents afférents à la transaction des frontières jusqu'au parc à bétail de Port-Boué. Ils font le phytosanitaire des animaux, ils font la douane, comme d'habitude. Après là, il n'y a plus de problème jusqu'à ici. En attendant le jour de la Tabaski, les moutons du parc à bétail de Port-Boué attendent des acheteurs qui, pour l'heure, ne se bousculent pas. Un reportage d'Ami Sissoko et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI 1.